Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet médical majeur, complexe, mais absolument fascinant quand on prend le temps de le décomposer. L'idée, c'est de retracer tout le parcours clinique du cancer du sein. On va partir de la vue d'ensemble, l'impact global de la maladie, pour descendre progressivement jusqu'à l'infiniment petit, au niveau même des récepteurs cellulaires. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme de cette analyse, origine et impact global, évaluation des facteurs de risque, dépistage et imagerie, signes cliniques à reconnaître, et enfin, le chemin du diagnostic au pronostic. On enchaîne. Première étape, les origines et l'impact global. Avant de regarder dans un microscope, prenons un peu de recul. Près d'1,9 million nouveaux cas recensés chaque année dans le monde, c'est un chiffre colossal. En fait, ça représente plus de 13% de tous les cancers. Pour donner un ordre d'idée plus local, au Maroc, on compte environ 12 700 cas par an. C'est tout simplement la première cause de décès par cancer chez la femme. L'incidence augmente, oui, en partie à cause du vieillissement et d'un meilleur dépistage, mais la mortalité, elle, diminue. Et ça, c'est crucial. Et justement, parlons-en de cet espoir. Même si la majorité des cas se déclarent entre 50 et 70 ans, le taux de survie global à 5 ans est de 88%. 88%, c'est extrêmement fort. C'est une maladie redoutable, certes, mais on la comprend tellement mieux aujourd'hui et on la soigne avec une efficacité incroyable, surtout quand elle est détectée tôt. Tout se joue dans l'histoire naturelle de la maladie. Au tout début, le cancer est dit in situ. Ça veut dire qu'il reste sagement confiné à l'intérieur des canaux ou des lobules. Pas de métastase possible à ce stade. Mais attention, s'il devient infiltrant, il traverse ce qu'on appelle la membrane basale. Et là, c'est la porte ouverte vers les voies de dissémination lymphatique et sanguine. C'est exactement pour ça qu'un diagnostic précoce change absolument tout. Deuxième partie, évaluer les facteurs de risque. Qu'est-ce qui prépare le terrain de cette maladie ? On sait que ce cancer est très souvent hormonodépendant. En gros, il se nourrit d'œstrogènes. Donc, mécaniquement, tout ce qui prolonge l'exposition aux œstrogènes au cours d'une vie, comme des règles précoces avant 12 ans, une ménopause après 55 ans, ou le fait de n'avoir jamais eu d'enfant, ça augmente le risque. Ensuite, il y a la génétique. Et là, c'est hyper important. Les fameuses mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 sont responsables à elles seules de 20% des cancers du sein familiaux. Il faut vraiment faire la différence entre un risque moyen et une alerte rouge. Le risque moyen, c'est lié à notre environnement, tabac, alcool, sédentarité. Mais de l'autre côté, on a des indicateurs de très haut risque génétique. Par exemple, s'il y a 3 cas ou plus de cancer du sein ou de l'ovaire chez des parentes proches, la donne change complètement. Là, une consultation oncogénétique devient une nécessité absolue pour mettre en place un suivi ultra personnalisé. Troisième étape, dépistage et imagerie médicale. La phase proactive. Le fameux protocole de dépistage de masse. Pour les femmes de 50 à 74 ans sans risque particulier, c'est tous les 2 ans. Ça commence par un examen clinique, suivi d'une mammographie avec 2 angles de vue par sein, une de face et une oblique externe. Et le vrai filet de sécurité de ce système, c'est la double lecture systématique des clichés normaux par un second radiologue indépendant. Pas de place pour le doute. La mammographie en elle-même, comment ça marche ? L'appareil compresse doucement le sein pour étaler le tissu glandulaire au maximum. Sur le plan anatomique, les médecins divisent virtuellement le sein en 4 cadrans. Et celui qui attire toute l'attention, c'est le cadran supéro-externe près de l'aisselle. Tout simplement parce que c'est là que se trouve l'essentiel de la glande mammaire, et donc là que naissent 60% des cancers. C'est fascinant de voir ce que les radiologues cherchent sur ces clichés. D'un côté, on peut avoir un tissu parfaitement normal. Mais parfois, un nodule anormal apparaît. C'est souvent une opacité un peu floue, avec des contours en étoile, ce qu'on appelle spiculés. Les radiologues traquent aussi les microcalcifications, ces tout petits points irréguliers groupés en foyers, qui crient bien souvent « carcinome in situ ». Et pour communiquer ces résultats, il y a un langage universel, la classification BIRADS ou ACR. C'est très simple. Un score de 1 ou 2, tout va bien, on retourne au dépistage classique. Mais si le compte-rendu lâche un ACR 4 ou 5, là c'est une image très suspecte, on n'attend pas, on passe directement à la biopsie pour aller vérifier au microscope. Quatrième phase, reconnaître les signes cliniques dans le monde physique. Quand un médecin examine, il joue vraiment au détective. Visuellement, il cherche des trucs très spécifiques. Un aspect de peau d'orange, une rétraction du mamelon ou un eczéma qui pourrait indiquer une maladie de Paget. À la palpation, le signal d'alarme typique, c'est un nodule dur, aux contours irréguliers et qui, paradoxalement, ne fait même pas mal. Le médecin teste aussi l'adhérence au muscle avec la manœuvre de Thillot et vérifie tout écoulement suspect.
Si le diagnostic tombe, on utilise la classification TNM pour évaluer le stade. C'est une séquence en 3 lettres. On commence par T pour tumeur. Ça évalue la taille et l'extension. Une tumeur T1 fait moins de 2 cm, alors qu'une T4 indique que la tumeur s'étend carrément à la paroi thoracique ou à la peau. Forcément, ça change toute la stratégie. Ensuite, le N. N pour nodes, les ganglions lymphatiques. C'est la cartographie du chemin emprunté par la maladie. Le drainage se fait surtout vers les ganglions axillaires sous le bras. N0, tout va bien, pas d'envahissement. Mais si des ganglions sont touchés, le grade augmente. Ça veut dire que les cellules ont commencé à voyager. Et on termine avec M pour métastase. M0, le cancer est resté localisé. M1, malheureusement, les cellules malignes ont pris l'autoroute sanguine pour s'installer ailleurs. Les os, les poumons, le foie ou le cerveau. C'est vraiment cette lettre M qui bascule la maladie dans le stade avancé. Ultime chapitre, du diagnostic au pronostic. On plonge au cœur des cellules. Pour évaluer le pronostic, il y a plusieurs critères. Étonnamment, être jeune, en dessous de 40 ans, c'est souvent le signe d'une forme plus agressive. Évidemment, la taille de la tumeur et le nombre de ganglions touchés pèsent lourd. Mais on regarde surtout le grade histologique, le fameux SBR. Ça évalue à quel point les cellules sont anormales et à quelle vitesse elles se divisent. Plus le grade est haut, plus la cellule est déréglée et agressive. Et c'est là que ça devient incroyable. Au niveau nanoscopique, on cherche des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Si la tumeur a ces récepteurs, elle évolue généralement plus lentement. Et surtout, ça ouvre une voie royale, l'hormonothérapie. On donne un traitement qui bloque l'accès des hormones à la cellule. On vient littéralement affamer la tumeur. L'autre biomarqueur star, c'est la protéine ESH2. Dans environ 15% des cas, ce gène est amplifié. Résultat, une surpopulation de ces récepteurs à la surface de la cellule. Imaginez un moteur bloqué à plein régime. La prolifération crève le plafond. C'est très agressif. Sauf que la science a réussi à transformer cette agressivité en cible. On a des traitements anti-ESH2 qui viennent se fixer pile sur ces récepteurs pour détruire les cellules malignes. C'est tout simplement brillant. C'est sur cette incroyable victoire de l'oncologie qu'on termine cette exploration. Le fait de passer d'une simple observation clinique à une ingénierie d'ultra-précision au niveau cellulaire, c'est un triomphe absolu de la médecine moderne. Alors, avec une maîtrise toujours plus poussée de biomarqueurs comme R2, comment ces découvertes vont-elles continuer à réécrire et personnaliser l'avenir des thérapies pour, un jour, vaincre définitivement le cancer ? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.